Je voulais revenir sur la question de la construction des ressources. Ces ressources qu'on a commencé à bâtir dans l'exercice, par exemple, que je vous ai proposé en sophrologie. Et se demander un peu d'où elles viennent, comment elles se nourrissent, comment elles grandissent, comment elles apparaissent en nous. Elles sont très liées à deux notions dont on parle souvent, qui sont celles de l'amour de soi et de la confiance en soi. L'amour de soi, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent plus ou moins intensément et qui nous permet de ressentir à l'intérieur de nous l'importance que l'on se porte. Le confiance en soi, c'est quelque chose qui est légèrement différente dans le sens où elle aurait beaucoup plus à se construire comme une accumulation d'expériences qui me permettent de savoir à quel point je peux avoir confiance dans mes capacités, dans mes choix, dans ma façon de vivre. Qu'on voit bien, il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre intrinsèque, quelle est la valeur que je me porte à moi-même, quel est le sentiment que je nourris par rapport à moi-même, et puis de l'autre côté, la confiance en soi, qui est beaucoup plus liée donc à ce principe de l'expérience qu'on peut avoir et du retour qu'on fait sur sa propre expérience. On voit effectivement qu'il y a souvent un lien. C'est très difficile de dissocier l'un de l'autre. Et pourtant, selon Virginia Satir, on le pourrait, peut-être même on le devrait, parce que les réalisations, les actions que l'on mène ont une importance, mais ne nous définissent pas. Et que notre valeur en tant qu'être humain, elle dépasse largement la portée de nos réalisations, de nos performances, de notre façon de vivre. On le voit bien, et c'est un exemple qui est beaucoup repris, c'est l'exemple qui est repris d'ailleurs dans l'exercice de sophrologie. Pour la plupart des gens, quand on tient un bébé dans les bras, on lui porte une valeur. Et on porte une valeur à quoi? On porte une valeur à la vie de cet être humain que l'on tient dans ses bras, à la valeur de toutes les potentialités qu'il pourrait avoir, à la beauté de cette interaction, au contact, bref, à quelque chose qui ne peut pas être lié à une réalisation en elle-même de cet enfant. Encore une fois, c'est un bébé, il n'a pas encore réalisé grand-chose, mais bien à quelque chose qui serait inhérent à sa qualité d'être humain, et dans cette qualité d'être humain, toutes les potentialités et la beauté qui est inclus dedans. Beauté des sentiments qu'il peut nourrir, beauté des relations, beauté de la pensée qui apparaîtra à un moment donné, dans longtemps dans le cas du bébé. Mais on voit bien du coup que c'est pas lié forcément à une réalisation en elle-même. Le bébé ne réalise encore une fois pas grand-chose, et pourtant, nous lui donnons cet amour. Si le bébé est digne de cet amour en tant que tel, pour Virginia Satir, nous sommes dignes de cet amour en tant que tel, quelles que soient encore une fois nos réalisations. Et puis pour autant, dans la vie, pour avancer, pour avoir le maximum de sécurité dans les changements qu'on souhaite entamer, pour avoir le maximum de confiance, il faut avoir cette confiance en soi. Et cette confiance en soi, on le voit, c'est un construit. Alors c'est un construit. Et la question que l'on pourrait... Pour comprendre comment ça se construit, il faut revenir à l'origine de la vie, c'est-à-dire à l'arrivée de ce bébé sur Terre. Et avant qu'il sorte du ventre de la mère, on le sait, il est dans un environnement très particulier dans lequel il n'a pas réellement d'interaction avec autrui, il a une grande partie de ses besoins qui sont remplis de façon automatique et un certain confort. C'est important de rester mesuré quand on parle de ce confort du bébé, parce que personne n'est capable de revenir totalement à la vie intra-utérine, et l'enfant n'est pas forcément totalement satisfait, d'ailleurs on peut le sentir dans ses mouvements, il peut lui aussi avoir des mal-être à l'intérieur, et ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie, mais il est déjà dans une position à la fois de confort, et dans lequel il connaît des frustrations, mais pas d'environnement changeant, pas de monde extérieur et pas d'autrui. Et voilà que cet enfant va sortir, et qu'il va se retrouver dans un monde où il y a des contingences. Et ces contingences, dans la pyramide de Diels, on va l'appeler environnement. Et cet environnement, il va commencer à interagir avec le bébé. Dans cet environnement,
où tout d'abord il n'y a pas véritablement d'autres personnes que lui, il va commencer à ressentir des manques, des envies, des besoins, des frustrations et du plaisir dont il ne sera pas entièrement maître. Et il va commencer à construire tout ce qu'on va appeler un système de représentation du monde. À partir de cet environnement, et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, il va commencer à pouvoir avoir un certain nombre de comportements, il va acquérir des capacités. Et ces capacités qui vont lui être enseignées en partie, qui vont lui être transmises par son environnement, par ses relations, par la relation avec ses parents qu'il commence à identifier comme étant des personnes extérieures à lui-même, ces capacités vont continuer de composer ce filtre qu'il a par rapport au monde. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, ce qu'on me donne, ce qu'on ne me donne pas. Et puis, peu à peu, dans ces interactions, il y aura aussi des relations qui vont s'établir avec ses parents, qu'on va appeler relations éducatives souvent. Et ces relations, elles vont commencer à inscrire des croyances. La satisfaction des besoins va constituer le premier mode de relation à des croyances. Est-ce que quand je vais mal, on peut s'occuper de moi? Est-ce que je mérite qu'on s'occupe de moi? Est-ce que on supporte ou on ne supporte pas que je me déplace? Comment réagit-on à mes colères ou à mes sourires? Le bébé va peu à peu établir dans ses capacités que vous pouvez voir sur la pyramide de Diels, il va acquérir peu à peu des capacités d'interaction avec son environnement et de compréhension, et donc des stratégies pour obtenir ce qu'il désire ou ce qu'il ne désire pas. Et puis ses croyances, au fur et à mesure qu'il grandit, ses interactions, ces modes éducatifs qui vont être utilisés, vont commencer à constituer ce qu'on va appeler des croyances. D'abord, croyances peut-être un peu naïves dans les histoires, dans les contes, avec un très fort apport de l'imaginaire. Et puis, peu à peu, aussi, l'intégration des croyances parentales dans un premier temps. Ce en quoi mes parents croient, comment ils m'expliquent le monde, ce qu'ils me donnent à voir du monde, ce qu'ils me donnent à voir de mon environnement, la façon dont j'ai le droit ou non de dépasser de cet environnement, la richesse de cet environnement, ça va construire un mode de relation au monde qui va être très lié dans un premier temps aux parents. On va donc construire des relations, le bébé va construire des relations avec son environnement, avec des capacités, puis avec des croyances. Et puis dans ces croyances, il va y avoir ce qu'on appelle des valeurs, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour les parents et ce qu'ils souhaitent transmettre, et puis ce que l'enfant va vraiment, lui, intégrer. Une valeur, ça peut être le besoin d'être aux commandes de sa vie, besoin de liberté, et donc qui va constituer une valeur, parce qu'on va agir en fonction, pour remplir ce besoin, on va agir en mettant en avant cette valeur de façon à remplir le besoin. Ça peut être une valeur qui est liée à une croyance parentale. Pour réussir, il faut être le meilleur à l'école. Ça, c'est transmission d'une croyance parentale qui va se transformer peu à peu en valeur de performance, de challenge, de performance, et qui est alimentée par le besoin de challenge et peut-être l'autre besoin qui serait celui d'être apprécié. Donc on voit que les interactions peu à peu que l'on a avec nos parents et avec l'environnement extérieur autour, l'école, les copains, etc., va construire peu à peu ce système de représentation, ce système de valeurs, ce système de perception que l'on peut avoir et qu'on appelle globalement notre carte du monde. Or, c'est dans notre carte du monde que nous construisons notre rapport à nous-mêmes et donc notre amour de nous-mêmes et notre confiance en nous-mêmes.
Du coup, la question, c'est comment on modifie tout ça, parce qu'on voit qu'on a plusieurs couches qui se superposent. Environnement, compétences, croyances, valeurs, identité. Et puis que tout ça est construit dans un triangle dans notre enfance. La question, est-ce que ça nous est donné pour toute notre vie? Et c'est là où je pense qu'il est important de se rappeler de où en sont aujourd'hui les neurosciences sur la façon dont on construit notre mémoire et notre identité. Les neurosciences, elles sont relativement claires sur le fait que la mémoire est quelque chose de malléable, que nous ne gardons pas une mémoire très claire d'événements que nous souhaitons oublier, et que d'ailleurs beaucoup d'éléments sont oubliés dans ce que nous avons vécu quotidiennement. Certaines personnes ont une mémoire qui est absolument incroyable et pourraient me dire la façon dont ils étaient habillés le 14 juillet de l'année -3, et exactement ce qu'ils ont fait, mais c'est sans doute que ces personnes-là se le racontent très régulièrement, apportent une grande importance à ces événements, et du coup sont capables de le raviver dans leur mémoire. Parce que la mémoire s'efface. Elle s'efface pratiquement quotidiennement, et ne reste finalement que les choses qu'on utilise et qu'on se répète. On peut le voir quand on essaye parfois de refaire des choses qu'on avait fait il y a très longtemps, et toute la difficulté qu'on peut avoir à ramener ces connaissances, parce que les réseaux neuronaux qui contiennent les informations, d'une part, ne sont plus aussi vifs, aussi irrigués, aussi allumés qu'ils l'étaient, et puis d'autre part, parce que nous en avons oublié une grande partie, et que du coup, ça demande un effort pour s'en remémorer, et sans doute on s'en remémore avec des erreurs. Essayez de le faire avec des enfants quand vous faites des matières scientifiques, des matières scolaires. On voit bien qu'il y a des choses qu'on a oubliées, et c'est bien naturel parce que c'est un mécanisme, j'ai envie de dire, naturel du cerveau. Et du coup, qu'est-ce que ça nous amène sur notre identité, sur notre amour de soi, sur notre confiance en nous-mêmes, que l'on a construit depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui? Notre identité, si elle est basée sur une mémoire qui est malléable, c'est nécessairement que d'un moment ou à un autre, nous réalimentons cette mémoire de façon à conserver cette identité qui nous apparaît unique, qui nous apparaît stable, en l'alimentant avec des souvenirs. Et c'est ces souvenirs-là que nous gardons, que nous mettons en avant, qui nourrissent et permettent d'avoir une certaine forme de constance dans notre amour de nous-mêmes et dans notre confiance en nous-mêmes. Ce qui veut dire, paradoxalement, que selon les choix, l'histoire que je me raconte, selon les souvenirs que je mets en avant, selon la façon dont je me rappelle de mes actions dans ces souvenirs, j'alimente une image de moi-même ou une autre. Je peux raconter la même histoire comme l'ayant subi et ayant été totalement passif, et dans ce cas-là, mon estime de moi-même ne sera pas excellente. Ou alors, trouver dans cette histoire les parties dans lesquelles j'ai été actif et j'ai agi, et me positionner en tant qu'acteur de mon histoire. Et si je me le raconte comme ça, la confiance que je pourrais me prêter sera totalement différente. Ça ne veut pas dire que l'un est vrai et que l'autre est faux. Ça ne veut pas dire que j'ai été passif ou que j'ai été actif. Ça veut dire que la façon dont je raconte mon histoire, la façon dont je fais vivre mes souvenirs en moi, la façon dont je me mets en scène, la façon dont je contrôle plus ou moins consciemment mon cerveau pour l'amener sur les éléments qui sont importants et positifs pour moi, change un minimum une partie de mes croyances. Et si je change mes croyances, je change un élément du système, et on se rappelle que la PNL est une dynamique systémique, et que tout mouvement dans un seul des éléments peut provoquer des changements dans l'ensemble. De la même façon, mon identité est la somme des histoires que je me raconte sur moi-même et des conclusions que j'en tire. Elle est la somme de mon histoire et de mes aspirations.
si je change mes aspirations à un moment donné, si je change la façon dont je perçois mon passé, du coup, je peux travailler sur cette identité et la changer dans un sens positif. Le fait que ma mémoire soit malléable, le fait que je puisse oublier ou ne pas oublier des choses, est quelque chose qui est extrêmement important dans le développement personnel et qui est aujourd'hui parfaitement, autant que ça peut être en science, établi par les neurosciences. Du coup, un des travaux qu'on peut mener au cours de séances d'hypnose, de PNL, de sophro, c'est de changer le regard qu'on peut porter sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur la façon de la vivre, sur le sens qu'elle a pour nous, ce qui est le recadrage par exemple, et sur toutes les modalités qui permettent de percevoir les choses autrement. C'est ce qu'on fait dans l'exercice de sophrologie, c'est ce qu'on peut faire en séance si on se voit un jour, et je pense que c'est très important, et c'est ce que je voulais transmettre aujourd'hui, de prendre conscience que bien évidemment nous avons été le résultat d'une éducation et d'une histoire, mais nous avons été encore plus le résultat de la façon dont nous racontait cette histoire. Alors j'aimerais terminer sur cette idée que Sénèque amène dans l'une de ses citations les plus connues, que je ne citerai pas, mais qui nous dit ceci: ce ne sont pas les événements qui sont importants, mais les représentations et les idées que nous construisons dessus. Ce ne sont pas les événements qui nous touchent, mais les idées et les croyances que nous portons par rapport à ces événements. Et c'est pas magique, parce que forcément, on a des habitudes, on a des façons habituelles de réfléchir, et le cerveau est un spécialiste de l'autocritique, et du coup, il va plutôt nous porter, parfois, à avoir une vision un peu négative de tout ça. Mais cette idée, elle est fondamentale, parce que sans cette idée, nous sommes coincés dans une absence totale de liberté. Les événements, parfois, ils se produisent sans que je n'ai la main mise dessus. Les événements peuvent arriver dans ma vie sans que je n'ai le pouvoir de les éviter. Et ce que j'ai le pouvoir, par contre, de faire, est de porter un regard qui soit différent et qui soit positif sur ces événements. Par positif, j'entends qu'il soit porteur de connaissances, de possibilités de changement, de potentiel. Je ne dis pas qu'ils n'affectent pas, je ne dis pas qu'ils rendent heureux, je ne dis pas qu'ils n'apportent pas leur lot de tristesse. Mais changer le regard qu'on porte sur ces événements change aussi la façon dont nous allons construire notre futur. Et là-dessus, nous avons une forme de liberté. Une forme de liberté de nous recadrer, parfois d'être recadré par quelqu'un, de travailler sur ces éléments et de les vivre d'une façon qui soit porteuse de potentiel pour nous. Et je m'arrêterai là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.